Pour les éoliennes, par contre, même là, on peut faire des critiques. C'est que ces éoliennes géantes, elles ont quand même, je vais vous surprendre, elles polluent. Vous allez dire comment une éolienne, un truc qui tourne dans le vent, peut polluer. Alors bon, elles émettent pas de gaz carbonique, je vous rassure. Il n'y a pas de tuyau d'échappement et elles ne détruisent pas la couche d'ozone, ça c'est certain. Par contre, elles polluent autrement. D'abord, elles sont très bruyantes. C'est ce qui fait d'ailleurs que maintenant, des pays comme le Danemark, la Hollande, qui sont très en avance, ou l'Allemagne, très en avance sur les éoliennes, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent en haute mer pour que ça embête personne. Alors ça n'embête personne. Ça embête pas les poissons parce qu'il y a juste un poteau qui va sur le fond de la mer. Ça, et même les coquillages aiment bien parce qu'ils peuvent se fixer dessus, donc c'est plutôt bien. Ça n'embête plus les gens parce que votre éolienne, elle est à 20 ou 50 km de la côte, donc même avec des jumelles, vous avez du mal à les voir. Mais ça embête qui? Ça embête les oiseaux. Et le problème, c'est que les oiseaux qui sont des aérodynamiciens très malins, comme tout le monde le sait, malheureusement, ils vont là où il y a le plus de vent, parce que le vent les pousse. Donc vos oiseaux migrateurs, où est-ce qu'ils passent? Justement sur les sites d'éoliennes, puisque les éoliennes, on les met là où il y a le plus de vent, on va pas les mettre là où il y a le calme plat toute l'année. Et il se trouve que ça correspond très exactement au couloir que prennent les oiseaux. Et alors le résultat, c'est que vos éoliennes, même en mer, hein, mais moins que sur Terre, mais en tout cas sur Terre, quand on met des éoliennes, je sais pas, dans les Vosges, ou dans les Alpes du Sud, ou dans les Pyrénées, où vous voulez, ou même dans les plaines de Normandie, je veux dire. Malheureusement, dès que vous avez des couloirs à vent, hein, si vous voulez, hein, là où ça souffle toute l'année, eh ben c'est là aussi les couloirs à oiseaux. Et alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un grand physicien pour comprendre qu'un rotor, bon, qu'il fasse 5 mètres ou qu'il en fasse 120, c'est le hachoir rêvé du boucher. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites du hachis, au sens propre. Donc ça, moi je considère que c'est une forme de pollution, de destruction écologique. Et heureusement, les fabricants d'éoliennes le considèrent aussi. Seulement le problème, c'est que comme on a pris une voie qui n'est pas la meilleure pour ces éoliennes, on a pris la voie classique. C'est-à-dire qu'on a fait les éoliennes comme les Barnes Windmill, c'était ces fameuses éoliennes grinçantes qui pompaient l'eau à l'époque de la Grande Dépression américaine dans les années 30. Eh ben on a fait ça, mais en version technologie spatiale. Or, justement, il se trouve que nous, à Collab System, on travaille sur des éoliennes qui appliquent les principes de ces fameuses L-Collab, mais qui sont toutes des éoliennes à axe vertical. Alors vous me direz, ah, qu'est-ce que ça change? Eh ben déjà, quand vous avez un axe vertical, ça veut dire que vous pouvez faire une éolienne qui comprend, par exemple, une seule pale. Eh oui, une seule. Ça marche. Qui va tourner sur elle-même. Alors vous imaginez une pale qui a la forme un peu d'un serpentin, vous voyez, vrillé. Et cette pale fonctionnera sur son axe en tournant sur elle-même. Deuxièmement, elle pourra plus tuer les oiseaux. Parce que il se trouve, je vous ai expliqué qu'une aile, ça fait une dépression, vous voyez, autour d'elle. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que l'oiseau, si jamais il n'a pas vu le mât, bon, ce qui peut arriver. D'habitude, les oiseaux ne heurtent jamais le mât d'une éolienne classique. Ils heurtent les pales parce que les pales, quand elles tournent vite, on les voit même plus. C'est comme un petit tulle gris, vous voyez, hein. Vous avez déjà vu un hélicoptère quand vous êtes en dessous, vous voyez pas le rotor tourner. Mais les oiseaux, c'est pareil, ils voient que dalle. Le mât, il le voit, mais pas la pale. Comme la pale s'étend à 60 mètres sur chaque côté, il se la prend. Par contre, avec une éolienne verticale, même quand elle tourne, vous voyez toujours le machin. Si votre éolienne est orange vif, ben l'oiseau, il la verra, je vous dis tout de suite, hein, même si elle tourne. Il verra un truc flou orange vif, mais vif. Donc il va aller, et même si cet oiseau est distrait, vous voyez, imaginez un aigle qui regarde sa copine aigle en vol, ça arrive, hein. Eh bien, il regarde pas l'éolienne qui arrive. Eh ben, quand il va arriver dessus, il va pas la heurter parce que la dépression qu'il y a autour de l'éolienne fait une couche d'air qui le chasse sur le côté. Simplement, il va se faire un ou deux loopings, mais enfin, généralement, c'est des bons voltigeurs, donc il va se rattraper avant le sol. C'est tout ce qui lui arrivera. Sympa. En plus, c'est un deuxième avantage, c'est qu'une éolienne avec un gros rotor comme celle qu'on voit à la télé, vous avez vu qu'il faut un énorme moteur avec des ordinateurs qui la braquent toujours face au vent. Si elle n'est pas face au vent, elle tourne plus. Hein. Par contre, une éolienne verticale, d'où que vienne le vent, elle tourne. Donc il n'y a plus besoin de l'orienter. Donc elle est déjà 2 fois plus simple. En plus, une éolienne, quand vous avez le générateur, l'alternateur, vous savez, qui produit le courant électrique à partir de la rotation du rotor. L'alternateur, j'ai oublié de vous dire que sur une éolienne de 5 MW, l'alternateur, si je me souviens bien, fait 7 mètres de diamètre. Donc vous avez un hall de gare au sommet du mât. Et à tel point d'ailleurs que généralement les ouvriers, ils passent même pas par le pylône, vous savez, le mât, qui est gigantesque, ils se font déposer en hélicoptère sur le hangar, vous voyez, qui contient le générateur. Alors quand on voit ces éoliennes, ça paraît petit, mais en fait c'est énorme. Le hangar fait la hauteur d'une villa de 3 étages. C'est des échelles gigantesques. Tandis que si vous avez, alors vous imaginez foutre des dizaines de tonnes à cette altitude, hein, c'est cher, hein, c'est compliqué. Quand il faut réparer et changer une pièce, je vous dis pas le prix. Hein. Il faut amener une grue géante pour aller chercher changer l'alternateur. Alors que du éolienne verticale, l'alternateur il est où? Il est dans le sol. Vous le mettez dans une cave. Vous faites une cave sous l'éolienne.
Alors l'avantage, c'est qu'on voit plus que l'éolienne sous forme d'un mât vertical très discret qui tourne, qui en plus ne fait plus de bruit. Alors ça c'est trop long à vous expliquer pourquoi, mais une éolienne comme ça, elle est silencieuse, quel que soit le vent. Vous entendez au plus un petit chuintement, alors que les autres, c'est un battoir à œufs, hein, ça fait le même bruit qu'un rotor d'hélico. C'est le fameux flouf qu'on entend jusqu'à 25 km pour les éoliennes géantes. Oui, ça vous donne un ordre d'idée. C'est-à-dire quand vous êtes en dessous de l'éolienne, il faut un casque anti-bruit parce que vous atteignez des niveaux de bruit de 110 dB. C'est-à-dire ceux d'un avion au décollage à Roissy. Eh, il faut le dire, vous voyez, il y a des pollutions sonores aussi. Hein. Par contre, sur une éolienne verticale, vous avez une firme finlandaise qui est le seul fabricant actuel de grosses éoliennes verticales, qui s'appelle Windside. Et il est encore peu connu, mais à mon avis, il a de l'avenir. Ces éoliennes ont été mesurées, même les plus grosses, qui atteignent 1 MW. Bon, c'est pas les plus grosses du monde, mais c'est déjà des gros trucs. 1 MW, c'est un mât qui fait 100 mètres de haut. Eh bien, cette éolienne, vous pouvez être à 5 mètres, vous ne l'entendez pas. J'ai bien dit, vous ne l'entendez pas. Donc, vous voyez, quand on veut, on peut. Alors, vous voyez, même en écologie, on a aussi des critiques à subir. Hein. Il faut, si on pollue plus chimiquement, on pollue sonorement, par le son. On pollue aussi par les tueries d'oiseaux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une éolienne verticale, vous n'avez plus ni l'un ni l'autre. C'est une sécurité formidable. Et alors donc, nous étudions à Collab Systems des concepts d'éoliennes verticales, bien entendu, mais qui vont être avec des rendements supérieurs à celles de Windside, qui a déjà un très haut rendement, parce que nous, avec nos formules aérodynamiques, qui sont vraiment des formules du XXIe siècle, nous pouvons arriver à des rendements, nous estimons sur le plan théorique, par simulation en soufflerie numérique, hein, c'est-à-dire sur ordinateur, nous estimons qu'on peut arriver à 3,2 fois, c'est-à-dire 320%, alors que tout à l'heure on vous parlait de gagner 2%. Ben nous arrivons en théorie à gagner 320%, et je peux dire que par rapport aux essais pratiques que nous avons faits sur des maquettes, hein, alors les maquettes ne peuvent pas tout simuler parce qu'elles ont ce qu'on appelle un nombre de Reynolds qui est trop faible. C'est un indice aérodynamique très compliqué qui définit des frottements des molécules d'air par rapport à leur vitesse, etc. Enfin, si vous voulez, c'est une valeur adimensionnelle qui est purement mathématique, si vous voulez, mais qui est très importante pour les aérodynamiciens. Et alors, donc, il faut le faire à un nombre de Reynolds élevé, c'est-à-dire avec une grosse aile, si vous voulez, pour être sûr des chiffres. Il peut y avoir des variations de 10 à 20% sur la prévision théorique. Mais disons que même à 10 ou 20%, on sera au mieux, au minimum, à 250% de gain, ce qui est gigantesque, et au mieux à 320%. Mais alors, à titre individuel, parce qu'on a débuté cette émission comme ça, est-il possible d'utiliser ces éoliennes retravaillées pour une habitation seulement, plutôt que... Ouais. Surtout les éoliennes verticales, parce qu'une éolienne verticale, par exemple, Windside, commercialise, je leur fais pas de la pub, mais comme ils sont les seuls au monde à en faire, on est bien obligé de les citer. Là, j'oublie personne, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ces éoliennes verticales à haut rendement, ils font des tout petits modèles. Vous avez par exemple un modèle qui peut alimenter à 100% en électricité, y compris la cuisinière électrique, mais pas le chauffage. Dans les vents moyens qu'on a par exemple dans une région comme le bassin parisien, par exemple. C'est des vents qui sont pas les plus forts d'Europe, qui sont pas les moins forts, c'est la moyenne. Bon. Vous arrivez, quand il y a un vent, parce que ces éoliennes en plus marchent très bien aussi par petits vents, ce qui n'est pas le cas des grosses, qui souvent ont des rendements sur les vents moyens. Les vents forts, elles sont mauvaises, les vents faibles, elles sont mauvaises, les éoliennes classiques, vous savez, à rotor d'hélico, là. Mais les éoliennes verticales, par contre, elles ont des bons rendements, quel que soit le vent. C'est-à-dire qu'ils ont si vous voulez, si on représentait ça par une courbe, c'est pratiquement une ligne droite horizontale. Vous voyez, elles sont très très régulières dans leur rendement. Entre 180 km/h et 10 km/h. Vous voyez, ça fait une sacrée plage. Donc là, il suffirait d'une éolienne de 5 mètres de haut pour pouvoir alimenter pour la cuisine, le frigo, tous vos gadgets électroniques et l'éclairage, mais avec des ampoules à incandescence pas du tout économiques. Hein. Vous voyez, les ampoules bas de gamme qu'on achète dans le magasin du coin, hein, les pires, quoi, celles qui consomment le plus. Vous pouvez alimenter tout ça sans rien compter, c'est vraiment en gaspillant, enfin quand il y a du vent, mais même un vent faible. Vous pouvez alimenter un appartement, je dirais, de 600 à 700 mètres carrés. Ça fait quoi, un 4-5 pièces, quoi, confortable. Ou une petite villa, vous voyez. Et donc avec possibilité de faire des réserves d'énergie. Ça vous fait une espèce de... Bon, c'est pas un cylindre, ça a la forme d'une molécule d'ADN, vous savez, une double hélice. D'accord. Ça vous fait un truc un peu conique, comme ça, un petit cône à faible angle, de 5 mètres de haut sur le toit. Ou ailleurs, ou dans le jardin. Mais enfin, on le met en hauteur pour que les enfants ou les adultes ne puissent pas la toucher, évidemment. D'accord, donc c'est tout à fait jouable. Et ce genre d'éolienne nécessite, j'imagine, un système électrique informatique important. Pas du tout. Les éoliennes classiques, oui, parce qu'il faut les orienter, etc. Ces éoliennes-là, il faut un moteur multiphasé, parce qu'il faut qu'il s'adapte à des vitesses de rotation en produisant la même quantité de courant. Hein. Donc c'est des systèmes en fait semi-conducteurs, mais qui sont, dans les faibles puissances, sont pas si chers que ça. C'est pas donné. Disons que c'est à peu près le prix, c'est le même prix que les moteurs électriques d'une voiture comme la Prius.
C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, un moteur électrique d'une Prius pourrait servir à une éolienne jusqu'à à peu près 200 kilowatts. Or, pour une maison, il vous suffirait de 40-50 kilowatts. Hein. Donc, moins de 100 kilowatts. Et si on a dit ça, ces moteurs qui sont pas donnés, ouais. mais qui ne sont pas non plus, ça coûte pas des millions, si vous voulez. Parce que ces moteurs, quand on les met en générateur, c'est des trucs multiphasés, justement, un semi-conducteur dont je vous parlais. Vous voyez? Parce que c'est qu'un moteur électrique, si vous mettez du courant dedans, il tourne, donc c'est un moteur. Si par contre vous mettez pas de courant, mais que vous faites tourner l'axe du moteur, il produit du courant. Hein. Donc, voilà. si on a dit cette petite éolienne, parce que finalement elle est assez petite, oui. À l'énergie dont tu parlais en début d'émission, oui. On est totalement autonome, on est même apte à redistribuer. Pour des pays avec des vents moyens, ouais. Oui. Par contre, si vous allez dans des zones où il y a du vent un mois par an, ça suffira pas, évidemment. Non, mais si tu combles avec la lumière. Eh bien là, voilà. Alors c'est pour ça dire que je parlais dès le début de l'émission, dans le cas de figure le plus simple, d'associer toujours des capteurs photovoltaïques, c'est-à-dire qui font de l'électricité avec la lumière, avec des éoliennes. Parce que généralement, c'est rare qu'on ait ni le soleil ni le vent. Non, mais là, ce qui est important à dire, c'est qu'on est autonome sans se restreindre. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, si vous combinez une éolienne de 5 mètres de haut, avec 2 mètres carrés de capteurs. C'est pas beaucoup, 2 mètres carrés. C'est 2 panneaux. Avec ça, vous êtes autonome si vous êtes raisonnablement économe en énergie. C'est-à-dire ampoule à basse consommation. Vous savez, ces ampoules à fluorescence à basse consommation. Un frigo moderne, c'est-à-dire qui bouffe pas pour son compresseur des kilowatts. Des télés à écran plat ou à rétroprojecteur DLP. Vous voyez? Pas la télé cathodique ou la télé à plasma, évidemment. Et ben avec ça, avec 2 mètres carrés de panneaux solaires, région parisienne par exemple pour prendre une latitude donnée et une petite éolienne de 5 mètres, vous êtes autonome. Mais à condition d'avoir un stockage de 8 à 10 jours. Soit par batterie, soit par le réacteur à litre particules, soit pour tout autre procédé. Il faut quand même ces 8 à 10 jours de stockage parce que vous aurez des moments où vous aurez que 20 ou 30% de votre énergie, aussi bien du vent que du soleil, dans les cas les pires. Vous savez, ce qu'on appelle, ce que les météorologues appellent le marais barométrique. Alors le marais barométrique avec temps gris, d'habitude c'est avec ciel bleu, mais ça peut être avec temps gris. Vous imaginez des ciels de plomb, qui est très beau à voir, mais qui est pas du tout bon pour sa petite production d'énergie. Et en plus il n'y a pas de vent. Qu'est-ce que vous faites? Ça durera jamais plus de 10 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, soit vous aurez du soleil, soit vous aurez du vent, mais il se passera quelque chose. Mais ça peut durer 10 jours. Donc il faut que son stockage soit prévu pour le cas le pire. Voilà.